Cela avait commencé 2 mois plus tôt, par un après-midi de janvier, peu après la naissance de Franciscus. Il faisait très froid. Franciscus est jeune, n'était guère en forme. Il avait une toux de poitrine et avait peine à respirer. Katharina et la nourrice s'occupaient d'eux, près du feu de la buanderie, tandis que le reste de la famille était à la cuisine, au coin du fourneau. Il était le seul à ne pas être là. Il était là-haut. Le froid ne semblait pas le gêner. Katharina va se camper dans les embrasures de la porte, entre les cuisines. « Il faut que quelqu'un aille chez l'apothicaire, annonça-t-elle, le visage tout rouge. « J'ai besoin de remèdes pour les garçons. » Elle me regardait de manière significative. En général, j'étais la dernière choisie pour ce genre de course. Se rendre chez l'apothicaire n'était pas aller chez le boucher ou le poissonnier, tâche que Katharina continuait à me laisser après la naissance de Franciscus. L'apothicaire, lui, était un homme docte et respecté. Katharina et Maria Sins aimaient aller le retrouver. Je n'avais pas le droit à un tel honneur. Cependant, par un froid pareil, toute course était confiée aux membres le plus humble de la maisonnée. Pour une fois, Marge et Lisbeth ne demandaient pas à m'accompagner. Je m'emmitouflais dans une cape et des châles de laine, tandis que Katharina m'expliquait ce que je devais demander, des fleurs de sureau séchées à l'élixir de passe d'âne. Cornelia ne me lâchait pas. Elle m'observait tandis que j'ai dissimulé sous la cape les pointes de mes châles. « Puis-je venir avec vous ?» me demanda-t-elle avec un sourire empreint d'une innocence bien entraînée. Je me demandais parfois si je ne la jugeais pas avec trop de sévérité. « Non, » répondit pour moi Katharina. « Il fait beaucoup trop froid. Je refuse de voir un autre de mes enfants tomber malade. Allez, dépêchez-vous, ajouta-t-elle à mon attention. Faites le plus vite possible. » Je refermai la porte derrière moi et sortis dans la rue. Tout était très calme. Les gens avaient le bon sens de rester bien au chaud chez eux. Le canal était gelé. Le ciel était sombre, tandis que le vent s'acharnait sur moi et que j'enfouissais mon nez dans les replis laineux, abritant mon visage. J'entendis mon nom. Je regardai autour de moi, pensant que Cornelia m'avait suivi. La porte d'entrée était fermée. Je levai la tête. Il avait ouvert une fenêtre par laquelle il passait la tête. « Monsieur ? Où allez-vous, Griette ? Chez l'apothicaire, monsieur. Madame me l'a demandé, c'est pour les garçons. Pourriez-vous aussi me rapporter quelque chose ? » ?»« Bien sûr, monsieur. » Soudain, le vent ne sembla plus aussi agressif. « Attendez, je vais vous l'écrire. » Il disparut. J'attendis, il réapparut au bout d'un moment. Il me jeta une bourse en cuir. « Donnez à l'apothicaire le papier qui est à l'intérieur, et rapportez-moi ce qu'il vous donnera. » Je répondis d'un signe de tête, et fis disparaître la bourse dans les plis de mon châle, ravi de cette mystérieuse requête. La boutique de l'apothicaire était située près du marché au grain, vers la porte de Rotterdam. Ce n'était pas bien loin, mais l'air que je respirais semblait geler en moi. Tant et si bien que le temps que je poussais la porte de la boutique, je ne pouvais plus parler. Jamais je n'étais entrée chez un apothicaire, pas même avant d'en devenir servante, car ma mère préparait tous nos remèdes. La boutique n'était pas une petite pièce aux murs couverts de haut en bas des étagères. Sur celle-ci étaient rangées toutes sortes de fioles, de jattes, de récipients en terre, cuites étiquetées avec soin. Même si j'avais pu lire leur nom, je n'aurais sans doute pas eu l'idée de l'usage de leur contenu. Un tel froid tuait la plupart des odeurs, mais une odeur inconnue s'attardait. On aurait dit quelques pourritures enfouies sous un tapis de feuilles de la forêt. Je n'avais vu qu'une fois à l'apothicaire, c'était le jour de la fête donnée pour la naissance de Franciscus, quelques semaines plus tôt. Chauve et frêle, il me rappelait un oisillon. Il fut étonné de me voir. Rares étaient ceux qui s'aventuraient par un froid pareil. Assis à sa table, une balance près de son coude, il attendit que je parle. Mon maître et ma maîtresse m'ont demandé d'aller vous trouver. Allai-je, dès que ma gorge fut assez réchauffée pour me permettre de parler. Il fut quelque peu dérouté. Les Vermeer, précisai-je. Ah, comment va la famille? Les bébés sont souffrants.
Ma maîtresse aurait besoin de fleurs de sureau séché et d'élixir de padane. Et ton maître? Je lui tendis la bourse. Il le prit, intrigué, mais en lisant la note, il hochait la tête. Plus de noir d'animal ni d'ocre, murmura-t-il. On va aisément arranger ça. Toutefois, jusqu'ici, il n'a jamais demandé à personne d'aller chercher les éléments nécessaires à ses couleurs. Il me regarda du coin de l'œil, par-dessus le bout de ce papier. Il va toujours les chercher lui-même. Voilà une surprise. Je ne dis rien. Asseyez-vous par ici, près du feu, le temps que je prépare tout ça. Il s'activa aussitôt, ouvrant des pots, pesant des boutons de fleurs séchées, mesurant du sirop dans une fiole, empaquetant méticuleusement ceci, cela, avec du papier et de la ficelle. Il mit certains articles dans la bourse en cuir, ajoutant les autres en vrac dans mon panier. A-t-il besoin de toile me demanda-t-il par-dessus son épaule, tandis qu'il replaçait la jarre dans une des étagères supérieures. Je n'ai pas la moindre idée, monsieur. Il m'a demandé de lui rapporter ce qui a été écrit sur le papier. C'était très étonnant, vraiment, très étonnant. Il me regardait de la tête aux pieds. Je me redressai, son attention me donna le désir d'être plus grande. Disons qu'il fait froid et qu'il ne sortirait que si on ne pouvait faire autrement. Il me tendit les paquets, la bourse, et m'ouvrit la porte. Une fois dans la rue, je me retournai et le vis, qui continuait à me regarder à travers une fenêtre minuscule dans la porte. De retour à la maison, j'allais d'abord donner à Katharina les paquets en vrac dans mon panier, puis je me précipitai vers l'escalier. Il était descendu, il attendait. Je tirai la bourse, enfouis sous mon châle et la lui tendus. « Merci, Griette, dit-il. Qu'est-ce que vous faites? Cornelia vous observez d'un peu plus loin dans le couloir. » À ma grande surprise, il ne répondit pas, mais il se contenta de se retourner et de remonter à l'escalier, me laissant l'affronter seule. La vérité était la réponse la plus facile. Même si je me sentais souvent mal à l'aise de dire la vérité à Cornelia, je ne savais pas ce qu'elle en ferait. « J'ai acheté des fournitures pour votre père, expliquai-je. Il vous l'avait demandé ?» À cette réponse, je répondis de la façon dont son père venait de répondre. Je m'éloignai d'elle en me rendant à la cuisine, retirant mes châles en chemin. J'avais peur de répondre, soucieuse de ne causer aucun ennui à mon maître. J'avais déjà compris que mieux valait que personne ne sût que j'avais fait une course pour lui. Il me demandait si Cornelia irait raconter à sa mère ce qu'elle avait vu. Si jeune fut-elle, elle était aussi madrée que sa grand-mère. Elle cacherait peut-être ce qu'elle savait, choisissant avec soin le moment de le révéler. Elle me donna sa propre réponse quelques jours plus tard. C'était un dimanche, je descendis à la cave, chercher dans la commode où j'ai rangé mes affaires un col que ma mère avait brodé pour moi. Je repérai tout de suite, mais quelques effets personnels avaient été dérangés. Des cols n'avaient pas été repliés. Un de mes chemisiers était roulé en boule dans un coin. Le peigne en écaille n'était plus dans ce mouchoir. Quant à celui qui protège le carreau de faïence fait par mon père, il avait été replié, avec une telle minutie que cela me parut suspect. Sitôt je le dépliai, le carreau en était sorti en 2 morceaux. Il avait été cassé de telle sorte que la fille et le garçon étaient maintenant séparés, le garçon se retournant, mais n'ayant plus rien à regarder, et la fille désormais toute seule, le visage caché par sa coiffe. Je pleurai. Cornelia ne pouvait avoir idée de mon chagrin. J'aurais été moins bouleversée si elle les avait décapités. Il commença à me demander d'autres services. Un jour, il me pria de passer acheter de l'huile de lin chez l'apothicaire à mon retour de la poissonnerie. Je devais la laisser au pied de l'escalier pour ne pas le déranger, car il était avec le modèle. C'est du moins ce qu'il me dit. Peut-être se rendait compte que Maria-Cynthe, Katharina, Taniki, Cornelia seraient intrigués de me voir monter à l'atelier à un moment inhabituel. Ce n'est pas une maison où il était aisé de garder un secret. Une autre fois, il m'envoya demander au boucher une vessie de porc. Je ne compris pas la raison de sa requête que le jour où il me demanda de préparer chaque matin, lorsque j'aurais terminé le ménage, les peintures dont il aurait besoin plus tard. Ouvrant les tiroirs du bahut à côté de son chevalet, il me montra les peintures qui étaient rangées et m'en donna les noms. Outre-mer, vermillon, massicot. Beaucoup de termes m'étaient inconnus. Les couleurs minérales tirant sur le brun et le jaune, le noir animal
et le blanc Cérus étaient conservés dans de petits pots en terre cuite, recouverts de parchemin afin de l'empêcher de se dessécher. Les couleurs les plus précieuses, bleu, rouge, jaune, étaient conservées en petite quantité dans des vessies de porc. Un trou que rebouchait un petit clou permettait d'en exprimer la peinture. Un matin, il entra alors que je faisais le ménage. Je me demandais de remplacer la fille du boulanger, souffrant. Je me regardais mon nom, expliqua-t-il. Quelqu'un doit se tenir à cet endroit. Docile, je la remplaçai, une main posée sur l'anse de l'aiguillère, l'autre sur la fenêtre entrouverte, de sorte qu'un courant d'air glacial m'effleura le visage et la poitrine. Voilà peut-être pourquoi la fille du boulanger est malade, pensai-je. Il avait ouvert tous les volets. Jamais la pièce ne m'avait paru aussi lumineuse. Baissez votre menton, dit-il, et regardez en bas. Ne me regardez pas, moi. Oui, comme ça. Ne bougez pas. Il était assis à côté du chevalier. Il ne prit ni sa palette, ni son couteau, ni ses pinceaux, mais il resta là, les mains sur les genoux, à regarder. Je rougis. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il me fixerait avec une telle intensité. Je m'efforçai de penser à autre chose. Je suivis des yeux par la fenêtre un chaland sur le canal. L'homme qui la guidait était celui qui m'avait aidé à récupérer le broc tombé dans le canal lors de mon premier jour chez eux. Comme les choses avaient changé depuis ce matin-là. Dire qu'à l'époque je n'avais même pas vu un de ces tableaux, et que maintenant je figurais sur l'un d'eux. Ne regardez pas de ce que vous regardez, dit-il. Je vois votre visage, que cela vous distrait. Je m'efforçais de ne rien regarder et de penser à d'autres choses. Je pensais à ce jour où nous étions allés en famille cueillir des herbes à la campagne. Je pensais à cette pendaison dont j'avais été témoin l'an passé à la place du marché. Une femme qui était en état d'ivresse avait tué sa fille. Je pensais à l'expression sur le visage d'Agnès la dernière fois que je l'avais vue. « Vous pensez trop, me dit-il, en changeant de position sur son tabouret. J'eus l'impression d'avoir lavé un baquet de drap en vain, hélas, car il n'était pas ressorti propre. Je vous demande pardon, monsieur. Je ne sais que faire. Essayez de fermer les yeux. Je les fermai. Au bout d'un moment, j'eus la sensation que le cadre de la fenêtre que je tenais d'une main et l'aiguillère que je tenais de l'autre me stabilisait. Je sentis ensuite le mur derrière moi, les tables à ma gauche et l'air frais entrant par la fenêtre. Ce doit être ainsi que mon père perçoit ce qui l'entoure. Il parvint à se repérer, me dis-je. Bien, dit-il. Ça va, merci Griel, vous pouvez achever le ménage. Je n'avais jamais assisté à la naissance d'un tableau. Je m'imaginais que l'artiste peignit ce qu'il voyait en se servant des couleurs qu'il voyait. Il me montra. Il commença le tableau de la fille du boulanger par une couche de gris pâle sur la toile blanche qu'il parsema ensuite de taches roussâtres afin d'indiquer l'emplacement de la jeune femme, de la table, de l'aiguillère, de la fenêtre et de la carte. Je crus alors qu'il allait peindre ce qu'il voyait, à savoir un visage de jeune femme, une jupe bleue, un corselet jaune et noir, une carte marron, une aiguillère, un bassin en argent, un mur blanc. Au lieu de cela, il se mit à peindre des taches de couleur, des taches noires pour la jupe, ocre pour le corset, et la carte sur le mur rouge. Pour l'aiguillère, il passa rouge pour l'aiguillère et le bassin sur lequel elle était posée. Grise pour le mur. Ce n'étaient pas les bonnes couleurs. Aucune n'était celle de l'objet en question. Il passa un long moment à jouer avec ces fausses couleurs, comme je les appelais. Parfois, la jeune femme venait poser pendant des heures, et pourtant, quand je regardais le tableau le lendemain, rien ne semblait avoir été ni ajouté ni retiré. Il s'agissait de plages de couleurs qui représentaient rien, si longtemps que je les étudiais. Je savais ce qu'elle était censée rendre, pour la simple raison que c'était moi qui nettoyais ces objets, et que j'avais repéré ce que la jeune femme portait. Ayant jeté un regard furtif dans la grande salle du jour, alors qu'elle enfilait un mantelet jaune et noir de Katharina. Je préparais à contre-cœur les couleurs qu'il me demandait chaque matin. Une fois, j'ai ajouté du bleu, j'ai recommencé, il me dit « Pas
Pas d'outre-mer, Grillette, juste les couleurs que j'ai demandées. Pourquoi avez-vous sorti cette couleur alors que je ne voulais pas demander? Il était contrarié. Pardonnez-moi, monsieur, c'est juste... Je respirais à fond. Qu'elle porte une jupe bleue? J'aurais cru que vous voudriez mettre un peu de bleu plutôt que de la laisser noire. Quand je serai prêt, je vous la demanderai. J'acquiesçai et me mis à astiquer les têtes de lion de la chaise. J'étais oppressée, je ne voulais pas qu'il se mette en colère. Il ouvrit la fenêtre du milieu, refroidissant la pièce. Venez ici, Grillette. Je posai mon chiffon sur l'appui de la fenêtre et allai vers lui. Regardez dehors. Je regardais le ciel. Le ciel était couvert. Il soufflait un petit vent frais, de nuages passaient derrière la tour de la nouvelle église. De quelle couleur sont les nuages? Ils sont blancs, bien sûr, monsieur. Il parut un peu étonné. Vous trouvez? Je la regardai à nouveau. Et gris aussi. Peut-être va-t-il neiger. Allons, Grillette, vous avez de meilleurs yeux que ça. Pensez à vos légumes. Mes légumes, monsieur? Il remua légèrement la tête. Je l'agaçai, ma mâchoire se crispa. Rappelez-vous comment vous aviez mis à part les légumes blancs, vos navets, vos oignons. Sont-ils du même blanc? Je finis par comprendre. Non. Dans le navet, vous avez du vert, et dans l'oignon, du jaune. C'est exact. Maintenant, quelle couleur voyez-vous les nuages? J'y vois du bleu, répondis-je, après les avoir étudiés quelques minutes. Et aussi du jaune. Et même un peu de vert. Je lui montrai du doigt. Excitée que j'étais. Toute ma vie, j'avais vu des nuages, mais j'eus à cet instant l'impression de les redécouvrir. Elle souriait. Vous vous apercevez qu'il n'y a pas un peu de vrai blanc dans les nuages, et pourtant, on dit qu'ils sont blancs. Alors comprenez-vous pourquoi je n'ai pas besoin de bleu pour le moment? Oui, monsieur. Je ne comprenais pas réellement, mais je ne voulais pas m'y mettre. J'avais l'impression de presque savoir. Quand il finit par ajouter des couleurs au-dessus de ces fausses couleurs, je compris. Il passa un bleu pâle sur la jupe de la femme, et celui-ci se transforma en bleu moucheté de noir, que l'ombre de la table rendait plus foncé, qui éclaircissait près de la fenêtre. Au mur, il ajouta de l'ocre jaune, laissant entrevoir du gris, le rendant lumineux, mais non pas blanc. À la lumière du jour, je m'aperçus qu'il n'était pas blanc, mais composé de nombreuses couleurs. L'aiguillère et le bassin représentés par la partie la plus compliquée devinrent jaune, brun, vert et bleu. Il réfléchissait le motif du tapis, le corselet de la jeune femme, l'étoffe bleue drapée sur la chaise. Il était tout, sauf de leur véritable couleur argentée. Et pourtant, il n'y avait pas à s'y méprendre. C'était bien une aiguillère et un bassin. Après cela, je ne pouvais m'empêcher d'ouvrir bien grand les yeux. Il devint plus difficile de cacher ce que je faisais, les jours où je voulais que je l'aide à préparer les peintures. Un matin, il me fit monter au grenier, auquel on accédait par une échelle, située dans le débarras près de l'atelier. Je n'y étais jamais allée. C'était une petite pièce, logée sous un toit en forte pente. Une fenêtre l'éclairait et offrait une vue sur la nouvelle église. Il n'y avait pas grand-chose là-haut, hormis un bahut, une table en pierre au centre évidée formant un creuset où reposait un œuf en pierre, dont une extrémité était tronquée. J'avais vu une table de ce genre à la faïencerie de mon père. Il y avait aussi des récipients, des bassines, des assiettes en terre cuite et des pincettes à côté de la minuscule cheminée. « J'aimerais que vous broyiez certains ingrédients pour moi, Grillette, dit-il. Il ouvrit un tiroir du bahut, en sortit un bâtonnet noir de la taille de mon petit doigt. « Voici un morceau d'ivoire, carbonisé, expliqua-t-il. On s'en sert pour préparer la peinture noire. » Il le fit tomber dans la partie creuse de la table, ajoutant une substance gluante qui avait une odeur animale. Là-dessus, il prit l'œuf en pierre. Il l'appela un pilon, me montra comment le tenir et comment me pencher au-dessus de la table et faire porter tout mon poids sur la pierre afin de broyer l'os. Au bout de quelques minutes, il l'avait réduit en une pâte très fine. À votre tour, on récupéra la pâte noire dans un petit pot et sortit dans un autre un morceau d'ivoire. Armé du pilon,
J'essayai d'imiter sa position et de me pencher au-dessus de la table. Non, votre main doit faire ça. Il posa sa main sur la mienne. Ce simple contact causa en moi une telle émotion que je lâchai le pilon qui alla rouler sur la table et tomba par terre. Je fis un bond en arrière, je me baissai pour ramasser le pilon. Je vous demande pardon, monsieur, bourdouillai-je, en mettant le pilon dans le creuset. Il n'essaya pas de me toucher à nouveau. Avancez un peu votre main, tenta-t-il de m'ordonner. Comme ça. Maintenant, servez-vous de votre épaule pour tourner et de votre poignet pour terminer. Il me fallut beaucoup de temps pour broyer un morceau, tant à cause de ma maladresse que de l'émoi que j'avais suscité le contact de sa main sur la mienne. Ajoutez à cela que je n'étais plus petite que lui et n'étais pas encore habituée à ce mouvement. Une autre chose sûre que j'avais acquis, des bras robustes à force de serrer le linge. Un peu plus fin, suggéra-t-il en inspectant le creuset. Il me fallut continuer à broyer quelques minutes avant qu'il estime satisfait. Il me fit alors frotter la pâte sur mes doigts pour me montrer la texture qu'il cherchait. Il posa ensuite 12 fragments d'eau sur la table. Demain, je vous apprendrai à broyer du blanc, de céruse. C'est beaucoup plus facile que l'os. Je contemplais l'ivoire. Que se passe-t-il, Griette? Vous n'avez pas même pas peur de ces malheureux os? Ils ne sont pas différents du peigne en écaille avec lequel vous vous coiffez. Je ne serai jamais assez riche pour posséder un peigne en écaille. Je me servais de mes doigts pour me peigner. Ce n'est pas ça, monsieur. Je n'avais pu jusqu'ici lui rendre les services qu'il m'avait demandés en profitant du ménage et des courses, et personne, à l'exception de Cornélia, n'en avait rien soupçonné. Broyer les ingrédients nécessaires à ces couleurs prendrait toutefois du temps, et le mien était limité au ménage de l'atelier. Je ne pourrais pas non plus expliquer aux autres pourquoi il me fallait parfois monter au grenier et laisser là mes autres tâches. Il me faudra du temps pour broyer ça, répondis-je vacinement. Quand vous en aurez l'habitude, cela vous prendra moins de temps qu'aujourd'hui. Je détestais lui poser des questions, ou lui disais obéir, c'était mon maître. Je redoutais toutefois la colère des autres femmes de la maison. Je dois aller chez le boucher et ensuite j'ai du repassage, monsieur, pour ma maîtresse. Une réaction peu obligeante. Elle ne bougeait pas. Chez le boucher? Il fronça les sourcils. Oui, monsieur. Madame voudra savoir pourquoi je ne peux pas accomplir mes autres tâches. Elle voudra savoir que je vous aide à l'atelier. Ça ne m'est pas facile de monter sans raison. Un long silence en suivit. La tour de la nouvelle église sonna 7 coups. Je vois, murmura-t-il d'après le dernier coup. Laissez-moi réfléchir. Il tirait quelques morceaux d'ivoire et le remit dans un tiroir. Voyez cela maintenant. Il indiqua du doigt ce qui restait. Voilà qui ne devait pas nous prendre longtemps. Quand vous aurez terminé, laissez-le ici. Il devrait parler à Katharina et l'informer de mon travail. Il me serait alors plus aisé d'accomplir de menues besognes pour lui. J'attendis, mais il ne parla pas à Katharina. Si étonnant que cela fût paraître, le problème de couleur fut résolu grâce à Tanuki. Depuis la naissance de Franciscus, la nourrice dormait en compagnie de Tanuki dans la salle de crucifixion, d'où il était aisé de se rendre dans la grande salle pour nourrir le bébé quand il se réveillait. Bien que Katharina ne donnât pas le sein, elle insistait pour que Franciscus dormît dans le berceau à côté d'elle. Je trouvais cela étrange, mais quand je finis par mieux connaître Katharina, je compris qu'elle voulait sauver les apparences de la bonne mère de famille, sans pour autant s'épuiser aux tâches qu'exige la maternité. Tanuki n'appréciait pas de partager sa chambre avec la nourrice. Elle se plaignait que la nourrice se levait trop souvent pour s'occuper du bébé et qu'elle ronflait. Elle racontait cela à tout le monde, qu'on l'écoute ou non. Elle commença à se montrer négligente dans son travail. Par manque de sommeil, présentait-elle. Mariacine leur répondit qu'on ne pouvait rien y faire, mais Tanuki continua à marmonner. Elle me regardait souvent d'un œil noir. À mon avis, arrivée dans la maison sitôt qu'on avait besoin d'une nourrice. Tanuki dormait là où je dormais, c'est-à-dire dans la cave. On aurait presque cru qu'elle me reprochait les ronflements de la nourrice. Un soir, elle vint à supplier Katharina. Katharina se préparait pour se rendre, en dépit du froid
à une soirée chez les Van Ruven. Elle était de bonne humeur. Porter son collier de perles et son corselet jaune la rendaient toujours heureuse. Elle avait accroché son mantelet jaune à un grand col de lin blanc qui couvrait ses épaules et protégeait l'étoffe, tandis qu'elle se poudrait le visage. Alors que Tanuki débitait des doléances, Katharina continuait à se poudrer, un miroir à la main pour examiner le résultat. Elle avait orné ses cheveux de galons et de rubans, et en ce moment de bonheur, elle était très belle. Ses cheveux blonds et les yeux noisettes lui donnaient un air légèrement exotique. Elle finit par agiter la houppette sous le nez de Tanuki. « Allez !» s'écria-t-elle en riant. « Nous avons besoin que la nourrice, et elle doit dormir près de moi. Il n'y a pas de place dans la chambre des filles. Mais il y en a dans la vôtre. C'est pour ça qu'elle y dort. Il n'y a pas d'autre solution. Pourquoi m'ennuyez-vous à ce sujet? Peut-être y aurait-il une solution, dit-il. Je levai la tête du placard, où je cherchais un tablier pour Lisbeth. Il se tenait sur le seuil de la porte. Katharina regardait son mari, étonnée. Il était rare qu'il s'intéressait aux affaires domestiques. Mettez un lit dans le grenier et faites-y dormir quelqu'un. Peut-être Griette. Griette au grenier? Pourquoi? S'exclama Cornelia. Ainsi, Tanuki pourra dormir dans la cave, comme elle le souhaite, expliqua-t-il doucement. Mais Katharina s'arrête troublée de prime. D'abord, l'idée ne lui plaisait pas, mais elle n'aurait su dire pourquoi. Oh oui, madame, s'empressa d'insister Tanuki. Ça aidera pour sûr. Elle jeta un coup d'œil dans ma direction. Je finis d'être occupée à replier les vêtements des enfants, bien qu'ils fussent déjà rangés avec soin. Et la clé de l'atelier? Katharina avait enfin trouvé une objection. L'échelle était rangée dans le débarras de l'atelier. C'était la seule façon d'accéder au grenier. Pour aller me coucher, il faudrait passer par l'atelier qui, la nuit, était fermé à clé. On ne peut donner la clé à une servante. Elle n'aurait pas besoin de la clé, répliqua-t-il. Vous n'aurez qu'à fermer la porte de l'atelier une fois qu'elle est montée se coucher, et le matin, elle pourra y faire le ménage avant que vous veniez ouvrir la porte. Je cessai de replier les vêtements des enfants. L'idée de renfermer dans ma chambre le soir ne me plaisait pas. Katharina, hélas, parut satisfaite. Sans doute pensait-elle que m'enfermer serait une manière de me garder en lieu sûr et hors de sa vue. Dans ce cas, parfait, décida-t-elle. Elle était en général prompte à se décider. Elle se tourna vers Tanuki et moi. Demain matin, vous monterez à vous deux un lit au grenier. C'est juste une solution temporaire, persista-t-elle, jusqu'à ce que nous ayons plus besoin d'une nourrice. Temporaire. C'est comme devaient l'être mes allées-venues chez le boucher ou le poisson, pensai-je. Monte un moment à l'atelier avec moi, dit-il. Il la regardait d'une façon que je commençais à reconnaître avec un œil d'un peintre. Moi? Katharina se mit à sourire à son mari. Les invitations à se rendre dans son atelier étaient rares. Elle posa sa houppette avec un grand moulinet du bras et entreprit de se retirer, le col ouvert, couvert de poudre. Tendant la main, il arrêta son geste. Laisse ça. C'était presque aussi surprenant que sa suggestion de me ménager au grenier. Tandis qu'il emmenait Katharina à l'atelier, Tanuki et moi échangeâmes un regard. Le lendemain, la fille du boulanger commença à porter le col blanc qu'elle posait pour le tableau. Marie-Astance ne laissait pas berner aisément. Quand elle apprit que Tanuki, toute joyeuse de la nouvelle de nos déménagements respectifs, l'une à la cave, l'autre au grenier, elle tira sur sa pipe, en fronçant les sourcils. Vous auriez pu échanger, dit-elle, en nous désignant de sa pipe. Griette aurait dormi avec la nourrice et toi tu serais allé à la cave. Il n'y a pas besoin que qui que ce soit déménage au grenier. Tanuki n'écoutait pas. Elle était trop contente de sa victoire pour remarquer la logique de sa maîtresse. Madame a donné son accord, me contentai-je de dire. Mariasette m'adressa un long regard de côté. Dormir dans le grenier me facilitait la tâche.
même si j'avais toujours aussi peu de temps pour l'accomplir. Je pouvais me lever plus tôt et me coucher plus tard, mais parfois il me donnait tant de travail qu'il me fallait me débrouiller pour y retourner l'après-midi alors que j'étais censée coudre au coin du feu. Je me mis à me plaindre de ne rien y avoir dans la pénombre de la cuisine et d'avoir besoin de monter au grenier où la lumière entrait à flot. Parfois encore, je prétendais avoir mal au ventre, d'éprouver le besoin de m'allonger. Maria-Cynth m'adressait de ce même regard de côté à chaque fois que j'inventais une excuse. Mais elle se dispensait de tout commentaire. Je finis par prendre l'habitude de mentir. Une fois qu'elle eut suggéré que je dorme au grenier, elle me laissa libre d'arranger mes diverses tâches ménagères afin de me permettre de travailler pour lui. Il ne vint jamais en aide, en mentant pour moi, me demandant si j'avais un peu de temps libre pour lui. Il me donnait ses ordres le matin, s'attendant à les voir exécutés d'ici le lendemain. Les couleurs elles-mêmes compensaient mes difficultés à cacher ce que je faisais. J'aimais broyer les ingrédients qu'il rapportait de chez l'apothicaire, des os, de la céruse, du massicot, admirant l'éclat de la pureté des couleurs que j'obtenais. J'ai appris que plus les matériaux étaient finement broyés, plus la couleur était intense. À partir de grains rugueux et ternes, la garance devenait une belle poudre rouge vive, puis mélangée à de l'huile de lin, elle se transformait en une peinture étincelante. Préparer ces couleurs tenait de la magie. Grâce à lui, j'appris à laver les diverses substances afin de les débarrasser de leurs impuretés et d'en exprimer les couleurs authentiques. Je me servais d'une série de coquillages pour récipients, rinçant les couleurs jusqu'à une 30aine de fois afin de retirer la craie, sable ou gravillon. C'était là un long travail lassant, mais il était gratifiant de voir la couleur devenir plus franche à chaque lavage et plus proche de celle que l'on cherchait. La seule couleur qu'il ne me laissait pas manipuler, c'était l'outre-mer. Le lapis-lazuli était en effet si coûteux, et le procédé visant à obtenir un bleu pur à partir de la pierre si difficile qu'il ne laissait ce soin à personne. Je finis par m'habituer à sa compagnie. Nous travaillions parfois côte à côte dans la petite pièce. Je broyais de la céruse tandis que lui lavait le lapis-lazuli ou brûlait de l'ocre dans le feu. Il me parlait peu, c'était un homme silencieux. Je ne parlais pas non plus. Tout était paisible. La lumière entrait à flot par la fenêtre. Lorsque nous avions terminé, nous nous rincions mutuellement les mains. Avec un pichet d'eau, nous les frottions jusqu'à ce qu'elles soient propres. Il faisait très froid au grenier malgré le petit poêle dont il se servait pour chauffer de l'huile de lin et brûler les couleurs. Je n'osais pas l'allumer sans qu'il me le demande, redoutant d'abord à expliquer à Katerina et Maria-Cynth pourquoi la tourbe et le bois disparaissaient aussi vite. Le froid ne me dérangeait guère quand il était là. Lorsqu'il se tenait près de moi, je pouvais sentir la chaleur de son corps. Un de ces après-midi où j'avais prétendu avoir mal au ventre, je rinçais un peu de massicot que je venais de broyer, que j'entendais la voix de Maria-Cynth au-dessus de l'atelier. Elle travaillait au tableau. On entendit par moments la fille du boulanger soupirer tandis qu'elle posait. « As-tu froid, ma fille ?» demanda Maria-Cynth. « Un peu, répondit-elle faiblement. Pourquoi n'a-t-elle pas de chaufferette ?» La voix de mon maître était si basse que je n'entendis pas la réponse. « Cela ne se verra pas sur le tableau, pas si on la met près de ses pieds. Nous ne voulons pas qu'elle te retombe malade, voyons. » Sa réponse m'échappa à nouveau. « Riette peut aller lui chercher une, » suggéra Maria-Cynth. « Elle devrait être au grenier. Je monte le lui demander. » Pour une vieille femme, elle était plus leste que je ne l'aurais cru. Je voulais redescendre, mais le temps que je pose le pied sur le barreau en haut de l'échelle, elle était déjà à la moitié. Je rentrai dans le grenier. Cette fois, je ne pouvais lui échapper. Je n'avais pas le temps de cacher quoi que ce soit. En entrant dans la pièce, Maria-Cynth repéra aussitôt les coquilles, alignées sur la table, le pichet d'eau, mon tablier moucheté de jaune, de massicot. « C'est donc ça que tu fabriques là-haut, ma fille. J'avais bien flairé. » Je baissai les yeux, ne sachant que répondre. « Mal au ventre, mal aux yeux. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, tu sais. » Demandez-lui, avais-je envie de lui dire. Après tout, c'est mon maître. C'est lui qui a arrangé cela.
ne l'appela pas, et il n'apparut pas au pas des escaliers pour s'expliquer. Un silence s'ensuivit. Maria-Cine se reprit. « Depuis combien de temps l'as-tu, ma fille ?»« Quelques semaines, madame. J'ai remarqué qu'il peignait plus vite ces derniers temps. » Je levai la tête. On voyait sur son visage qu'elle calculait. « Aide-le à peindre plus vite, ma fille, dit-elle tout bas, et tu gagneras ta place ici. Et surtout, pas un mot à ma fille ni à Tanuki. »« Oui, madame. » Elle se mit à rire. « J'aurais dû y penser, finaude que tu es. Tu m'as presque berné, moi aussi. File donc chercher une chaufferette pour cette pauvre fille. » J'aimais bien dormir au grenier. Il n'y avait pas de crucifixion au pied de mon lit pour me perturber. En fait, il n'y avait pas un seul tableau, juste la bonne odeur d'huile et de lin et le musc des piments, des couleurs minérales. J'aimais ma nouvelle vue de la nouvelle église. Et j'appréciais le calme. Personne ne montait au grenier, sauf lui. Les filles ne venaient pas m'y trouver, ni secrètement fouiller dans mes affaires, comme cela leur arrivait quand je dormais dans la cave. Je m'y sentais seule, au-dessus de la maison bruyante, capable de la voir avec un certain recul. Un peu comme lui. Ce que j'appréciais par-dessus tout, c'était de passer davantage de temps à l'atelier. Il m'arrivait de m'envelopper dans une couverture et d'y descendre tard le soir, quand la maison dormait. Je regardais à la chandelle le tableau auquel il travaillait, et j'en trouvais le volet, afin de le contempler au clair de lune. Parfois, je m'asseyais dans l'obscurité, sur l'une des chaises aux têtes de lion, le coude sur le tapis de table blanc et rouge. Je m'imaginais vêtue du mantelet jaune et noir, paré des perles, assise à la table en face de lui, un verre de vin à la main. La seule chose que je n'aimais pas au sujet du grenier, c'était d'y être enfermée la nuit. Katharina avait repris la clé de Maria-Cine et s'était mise à fermer et à ouvrir la porte. Sans doute voyait-elle là une façon de me contrôler. Elle n'était pas heureuse que je sois dans le grenier. Cela voulait dire que j'étais plus proche de lui, plus proche de cet endroit auquel elle-même n'avait pas accès, mais où je pouvais, moi, me déplacer à mon gré. Cela avait dû être dur pour une épouse d'accepter un arrangement pareil. Pendant un temps, toutefois, tout se passa bien. Je parvenais à m'échapper l'après-midi afin de laver et de broyer les couleurs. À l'époque où Katharina faisait souvent la sieste, car Franciscus la réveillait presque chaque nuit. En général, Tanuki s'endormait, elle aussi, près du feu, et je pouvais quitter la cuisine, sans avoir à inventer une excuse. De leur côté, les filles étaient occupées avec Joanne, à qui elles apprenaient à marcher et à parler. Aussi ne s'apercevaient-elles que rarement de mon absence. Si elle l'a remarqué, Maria-Cine leur expliquait qu'elle m'avait envoyé en course ou chercher quelques objets dans ses appartements, ou que je cousais pour elle, et qu'il me fallait la bonne lumière du grenier pour y voir clair. Elles étaient encore enfants, après tout absorbées par leur univers, indifférentes aux vies des adultes autour d'elles, sauf si cela les affectait directement. C'est du moins ce que je croyais. Un après-midi où je lavais de la céruse, Cornélia m'appela. Je me hâtai de m'essuyer les mains, de retirer le tablier que je portais pour travailler au grenier et remis mon tablier de tous les jours, avant de descendre de l'échelle. Elle se tenait sur le seuil de l'atelier, comme si elle était devant une mare et avait envie d'y mettre le pied. « Que veux-tu » dis-je d'un ton plutôt sec. « Tanuki veut vous voir. » Cornélia se retourna et me précéda jusqu'à l'escalier. Arrivée en haut des marches, elle hésita. « Vous voudrez bien m'aider, Griette » supplia-t-elle. « Passez la première comme ça, si je tombe, vous me rattraperez. Cet escalier est si raide. » Cela ne lui ressemblait pas d'avoir peur, même dans l'escalier, qu'elle montait rarement. Émue, ou me reprochant peut-être d'être montré dur à son égard, je descendis, puis me tournai vers elle, les bras tendus. « À votre tour. » Cornélia se tenait en haut des marches, les mains dans les poches. Elle commença à descendre, une main sur la rampe, l'autre formant un poing serré. Parvenue presque au bas des marches, elle lâcha prise et sauta, glissant de tout son long contre moi, pressant douloureusement contre mon ventre. Sitôt sur ses pieds, elle se mit à rire, relevant la tête et les yeux réduits à de simples fentes. « Sale fille » marmonnai-je.
regrettant mon élan de tendresse. Je trouvais Tanuki dans la cuisine. Elle tenait Johan sur ses genoux. Cornelia m'a dit que vous me demandiez. Oui, elle a déchiré un de ses cols et veut que ce soit vous qui lui raccommodiez. Elle refuse que j'y touche. Je ne comprends pas pourquoi. Elle sait pourtant que je n'ai pas ma pareille pour raccommoder les cols. Tanuki me tendait le col. Son regard se posa sur mon tablier. Qu'est-ce que c'est ça? Vous saignez? Je regardais une balafre de poussière rouge rayer mon ventre, telle une traînée sur une vitre. Cela me rappela le tablier de Peter, père et fils. Tanuki se pencha pour l'examiner. C'est pas du sang, ça, on dirait plutôt de la poudre. Comment se fait-il que ce soit là? Je contemplais la traînée. De la garance, pensais-je. J'en ai broyé il y a quelques semaines. J'entendis un rire étouffé dans le couloir. Cornelia avait guetté depuis quelques jours le moment propice à ce méchant tour. Elle s'était même débrouillée pour grimper au grenier afin d'y subtiliser de la garance. Je n'eus pas la répartie assez rapide. Mon hésitation parut suspecte à Tanuki. Tu as fouiné dans les affaires de monsieur, me demanda-t-elle sur un ton de reproche, lui ayant servi de modèle. Elle savait qu'il y avait ce qu'il y avait dans son atelier. Non, c'était, dit Cornelia, lui était mesquin, et cela n'eût pas empêché Tanuki de découvrir mes activités au grenier. J'estime qu'il faudrait mieux montrer ça à notre jeune maîtresse, déclara-t-elle. Non, répliquai-je prestement. Tanuki se redressa autant qu'elle le pouvait avec un bébé endormi sur les genoux. Retire ton tablier afin que notre jeune maîtresse le voie. Tanuki, dis-je, en la regardant calmement. Croyez-moi, mieux vaudrait pour vous de ne pas importuner Katharina avec cela. Vous en parlerez à Maria Sims quand elle sera seule, pas devant les filles. Ces paroles, dites sur un ton de brimade, nuirent gravement à notre relation. Je n'avais pas l'intention de lui parler sur ce ton. Je voulais juste l'empêcher à tout prix de raconter cet incident à Katharina. Elle ne devait jamais me pardonner de l'avoir traitée en subalterne. Mes paroles restèrent cependant sans effet. Tanuki darda sur moi un regard dur, mécontent, derrière lequel on percevait cependant une certaine hésitation et le désir évident de mettre au courant sa chère maîtresse. Elle était tiraillée entre ce désir et l'envie de punir mon impudence en me désobéissant. Parlez-en à votre maîtresse, repris-je avec douceur. Mais lui parlez que lorsqu'elle sera seule. J'avais beau tourner le dos à la porte, je sentis Cornelia s'échapper par celle-ci. L'intuition de Tanuki l'emporta. Le visage impassible, elle me tendit Johan et alla trouver Maria Sims, avant de poser le petit garçon sur mes genoux. J'effaçai avec soin la traînée rouge à l'aide d'un chiffon, que je jetai ensuite au feu. Il resta malgré tout une tache. Je demeurai assise, tenant l'enfant dans mes bras, attendant que son sort se décide. Jamais je n'eus vent de ce que Maria Sims avait pu dire à Tanuki. Quelle menace ou promesse lui avait faite pour l'empêcher de parler. Mais cela réussit. Tanuki ne souffla mot de mon travail au grenier ni à Katharina ni aux filles. Et elle ne m'en reparla point. Elle devint cependant beaucoup plus dure à mon égard, s'acharnant à me tourmenter, ainsi me renvoyant chez le poissonnier avec de la morue, que je savais pertinemment qu'elle m'avait demandé. Jurant ces dieux qu'elle m'avait dit d'acheter du carlet. À la cuisine, elle devenait plus négligente, renversant sur son tablier d'autant d'huile qu'elle le pouvait, afin de me contraindre à le faire tremper le tissu le plus longtemps et à le frotter de toutes mes forces pour en retirer les taches de graisse. Elle me laissait des seaux à vider, n'allant plus chercher l'eau pour remplir la citerne de la cuisine ou laver le sol. Assise, elle m'observait d'un œil torve, refusant de bouger, me contraignant à passer la serpillière autour de ses pieds, quitte à découvrir, après coup, qu'un pied avait dissimulé une flaque d'huile toute poisseuse. Elle ne me parlait plus avec gentillesse. Elle me donnait l'impression que j'étais seule dans une maison pourtant pleine. Aussi n'osais-je plus subtiliser à la cuisine ces petites gâteries qu'affectionnait mon père. Je ne pouvais dire à mes parents combien la vie était dure à Lund-Langandig, combien me fallait être vigilante si je voulais garder ma place. Pas plus que je pouvais leur parler
de ces rares avantages des couleurs que je préparais, ces nuits passées seule, assise dans l'atelier, de ces moments où lui et moi travaillions à côté l'un de l'autre, et où sa présence me réchauffait le cœur. Tout ce dont je pouvais parler, c'était de ces tableaux. Un matin d'avril, quand le froid avait fini par s'éloigner, je longeais le marché au grain, en me rendant chez l'apothicaire, quand Peter Fils surgit et me salua. Il portait un tablier propre et un gros paquet qui devait livrer, m'expliqua-t-il, un peu plus loin. Il alla de la même direction que moi. Aussi me demanda-t-il si nous pouvions cheminer ensemble. J'acquiesçai d'un signe de la tête. Il me semblait difficile de lui refuser. Au cours de l'hiver, je l'avais aperçu 1 ou 2 fois par semaine au marché à la viande. Je trouvais toujours embarrassant de croiser son regard. Ses yeux me piquaient la peau, tels des aiguilles. Son attention m'inquiétait. « Vous semblez fatigué, commença-t-il. Vous avez les yeux rouges. On vous donne trop de travail ?» Bien sûr qu'on me donnait trop de travail. Mon maître m'avait donné tellement d'os à broyer que j'avais dû me lever de très bonne heure pour terminer. La veille, Tanuki m'avait forcé à rester debout jusqu'à 1 heure tardive pour relaver les sols de la cuisine sur lequel elle avait renversé une casserole d'huile. Je ne voulais pas désavouer mon maître. Tanuki m'a prise en griffe, préférais-je répondre. Du coup, elle me donne davantage de travail. Et puis, dites-vous que le temps commence à se réchauffer et que nous rangeons les affaires d'hiver. J'ajoutai cela de sorte qu'il n'aille pas croire que je me plaignais d'elle. Tanuki est un drôle d'oiseau, reprit-il, mais elle est fidèle. À Maria Sphinx, c'est sûr. Et tout autant à la famille. Vous rappelez-vous de la façon dont elle a défendu Katharina contre son frère qui est fou? Je fis non de la tête. Peter parut étonné. Au marché à la viande. Ça a été le grand sujet de la conversation pendant des jours. Ah, c'est vrai, vous ne bavardez pas, n'est-ce pas? Vous vous contentez juste de regarder les yeux grands ouverts, mais vous ne racontez pas les fariboles. Et vous n'en écoutez pas non plus. Cela semblait lui plaire. Moi, j'entends toute la journée des vieilles bonnes femmes qui me font la queue pour acheter leur viande. Qu'on le veuille ou non, il y en a qui vous marquent. Qu'a fait Tanuki? Je ne pus m'empêcher de demander. Peter sourit. Quand votre maîtresse attendait, non pas l'avant-dernier, comment s'appelle-t-il? Johan, comme son père? Le sourire de Peter, le voilà, se voilà, comme lorsqu'un nuage passe devant le soleil. Oui, comme son père. Il poursuivit un jour, Willem, le frère de Katharina, alla faire un tour à côté de Lou de Longandic alors qu'elle était enceinte et se mit à la battre. Comme ça, en pleine rue. Pourquoi? Parce qu'il lui manque une case ou deux, à ce qu'on dit. Il a toujours été violent, son père aussi. Vous savez, son père et Maria-Sins vivent séparés depuis des années. Il la battait. Il battait Maria-Sins, répétai-je étonné. Je n'aurais jamais pu penser que quiconque pût battre Maria-Sins. Aussi, quand Willem commença à battre Katharina, il semblait que Tanuki se soit interposé pour la protéger, se jetant sur lui à bras raccourcis. Où était mon maître lors de cet incident? Je réfléchis. Il n'aurait pu être resté au calme dans son atelier. Non, c'était impossible. Il devait être à la guilde ou en compagnie de Van Heok, ou encore à Michelin, l'auberge de sa mère. Maria-Sins et Katharina se sont débrouillés pour faire enfermer Willem l'an dernier, poursuivit Peter. Il ne peut pas sortir de l'asile. C'est pourquoi vous ne l'avez pas vu. Honnêtement, vous n'aviez jamais entendu cette histoire? Il ne parle donc pas chez vous? Pas à moi. J'ai pensé à toutes ces conciliabules que Katharina et sa mère tenaient dans la salle de la crucifixion. Se tenaient si tôt et que j'entraînais. Et je n'ai pas non plus l'habitude d'écouter aux portes. Bien sûr que non. Peter avait retrouvé son sourire, à croire que je venais de dire une plaisanterie. Comme tout le monde, il s'imaginait que les servantes avaient les oreilles collées aux portes. On appliquait souvent à mon cas certaines idées reçues concernant les servantes.
Je demeurai silencieuse le reste de la journée. Je n'aurais jamais cru que Tanuki pût être aussi fidèle et aussi brave en dépit de tout ce qu'elle pouvait raconter dans le dos de Katharina. Je n'ai jamais cru non plus que Katharina avait pu être ainsi battue, ni que Maria Sins pût avoir un fils pareil. J'essayai, mais en vain, d'imaginer mon propre frère, me battant en pleine rue. Percevant l'état de confusion dans lequel je me trouvais, Peter n'en dit pas davantage. En me quittant devant la boutique de l'apothicaire, il se contenta de toucher mon épaule, avant de poursuivre son chemin. Je restai un moment à contempler l'eau, vert sombre du canal, puis je secouai la tête pour y faire le vide, et me dirigea vers la porte de l'apothicaire. Je cherchai à dissiper l'image du couteau tournoyant sur le sol de la cuisine de ma mère. Un dimanche, Peter Fils a insisté au service de notre église. Il avait dû s'y glisser après mes parents et moi, puis aller s'asseoir tout au fond, car je ne le vis qu'à la sortie, quand nous bavardions dehors avec nos voisins. Il se tenait un peu à l'égard, car il m'observait. En l'apercevant, je retins mon souffle. Au moins, me dis-je, il est protestant, ce dont je n'étais pas sûre jusque-là. Depuis que je travaillais dans la maison du coin des papistes, je n'étais plus sûre de rien. Ma mère suivit mon regard. Qui est-ce ? Le fils du boucher. Elle me lança un coup d'œil bizarre, mi-surpris, mi-inquiète. Va le retrouver, murmura-t-elle, et amène-le par ici. J'obéis. Pourquoi êtes-vous ici ? Demandai-je à Peter, tout en sachant que j'aurais dû me montrer plus courtoise. Il sourit. Bonjour, Griette. Pas un petit mot gentil pour moi ? Pourquoi êtes-vous ici ? J'assiste au service de toutes les églises de Delphes, afin de savoir laquelle choisir. Cela me prendra peut-être du temps. Devant mon expression, il changea de ton. Plaisanter n'était pas la façon de s'y prendre avec moi. Je suis venu vous voir et rencontrer vos parents. Je rougis si fort que j'eus l'impression d'avoir de la fièvre. Je n'y tins pas, murmurai-je. Pourquoi ? Je n'ai que 17 ans et Ce sont des choses auxquelles je ne pense pas encore. Il y a tout le temps, répondit Peter. Je regardai ses mains. Elles étaient propres, mais des traces de sang ourlaient ses ongles. Je revis la main de mon maître sur la mienne, quand il m'apprenait à broyer de l'os, et j'en eus le frisson. On nous regardait, car on ne l'avait jamais vu dans cette église. En outre, avec ses longues boucles blondes, ses yeux brillants et son sourire aux lèvres, il était beau garçon. Même moi, je m'en rendais compte. Plusieurs jeunes filles essayaient de capter son regard. Le présentez-vous à vos parents ? À contre-cœur, je le menai vers eux. Peter salua ma mère d'un signe de tête et saisit la main de mon père, qui recula mal à l'aise. Depuis qu'il avait perdu la vue, rencontrer des étrangers l'intimidait. Et il n'avait jamais rencontré d'homme s'intéressant à moi. Ne vous inquiétez pas, mon père, lui murmurai-je, tandis que ma mère présentait Peter à une voisine. Vous ne me perdrez pas. C'est déjà fait, Griette. Nous t'avons perdu le jour où tu as été placée comme servante. Par bonheur, il ne put voir les larmes qui perlaient dans mes yeux.